Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats, de chroniques et de reportages sur Public Sénat. Vous le savez, la promesse est dans le titre de l'émission. Donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons avec au sommaire de ce 25 avril. L'Europe est mortelle, c'est la phrase que l'on retiendra du discours d'Emmanuel Macron ce matin. Stratégie de dramatisation pour remobiliser son électorat, mais sera-t-il entendu par celles et ceux qui ont voté pour lui il y a 2 ans, et nos partenaires européens le suivront-ils dans les réformes qu'il a annoncées, notamment en matière de défense? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est d'un autre péril qui menace ces élections européennes que nous allons parler, celui des ingérences étrangères. Le candidat socialiste Raphaël Glucksmann préfère quitter le réseau social chinois TikTok. On a un problème TikTok, il faut oser le dire. On a un vrai problème TikTok. Et au-delà des questions d'addiction, de danger pour la santé mentale de nos enfants, il y a aussi les questions d'ingérence, là aussi. TikTok est soupçonné de siphonner nos données pour les donner au Parti communiste chinois et au régime de Pékin. Des ingérences chinoises ou russes, des fausses vidéos pour peser sur le vote. Les manipulations ont déjà commencé. Quels sont ces intox? Comment les contrer? Ne ratez pas les explications et les conseils de nos experts. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, ce discours européen du chef de l'État. Il y avait eu la Sorbonne numéro 1 en septembre 2017. Que retenir de la Sorbonne numéro 2, Yann Effelé? Emmanuel Macron a pris le temps, 1h50, pour exposer sa vision de l'Europe. Un discours fleuve qui repose sur un constat d'urgence. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. 7 ans plus tôt, lors du premier discours de la Sorbonne, il voulait une Europe plus souveraine. Aujourd'hui, il appelle de ses vœux une Europe puissante, et notamment en matière de défense. L'Europe doit savoir défendre ce qui lui est cher, avec ses alliés, à chaque fois qu'ils sont prêts à le faire à nos côtés, et seuls, si c'est nécessaire. Est-ce que pour cela, il nous faut un bouclier antimissile? Peut-être. Est-ce en augmentant nos capacités de défense, et lesquelles? Sans doute. En plus de la puissance, Emmanuel Macron met en avant la prospérité et l'humanisme comme réponse. Il défend un choc d'investissement commun. D'abord, il faut produire plus et vert. Et la production décarbonée, c'est une opportunité de réindustrialisation et de maintien de nos industries en Europe. Le chef de l'État est resté à l'écart de la campagne franco-française dans sa prise de parole, mais il dénonce l'opportunisme des partis nationalistes partout en Europe. La réponse n'est pas dans la timidité, elle est dans l'audace. La réponse n'est pas dans le constat de dire ils sont en train de monter partout. Elle est dans se dire on a le choix. Cette année, les Britanniques vont choisir leur avenir. Les Américains vont choisir leur avenir. Le 9 juin, les Européens aussi. Le discours semblait davantage destiné à ses homologues européens qu'aux électeurs français. Des idées d'ailleurs rapidement saluées à l'étranger, notamment par le chancelier Olaf Scholz. L'Europe est mortelle. Avec cette affirmation, Emmanuel Macron a-t-il eu raison de dramatiser les enjeux de ces élections européennes? On en débat avec Bruno Cotrez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Bruno, vous êtes chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Laurence Denervaux, bonsoir et bienvenue. Vous êtes la directrice du Cercle de réflexion Destin commun. J'accueille Vincent Couronne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, chercheur en droit européen et directeur du média Les Surligneurs qui lutte contre la désinformation juridique. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique, bienvenue à vous aussi. Alors, on va revenir en détail. Évidemment, il y a une phrase que tout le monde retient, c'est l'Europe mortelle. Et je vais vous demander, pour commencer, de ne pas trop en parler, parce qu'on y consacrera un chapitre juste après. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous retenez du discours d'Emmanuel Macron, Bruno Cotrez? La longueur, peut-être? Bien sûr, la longueur. On retrouve Emmanuel Macron, au fond, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire une grande capacité à avoir un discours très long, beaucoup de contenu, bien évidemment, dans ce discours, mais par contre, un discours qui apparaît peut-être aussi un petit peu déconnecté, en tout cas un discours d'un visionnaire de l'Europe. On retrouve complètement Emmanuel Macron. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir, par rapport au discours de la Sorbonne de 2017, voir si, au fond, la corrélation était importante, mais je ne doute pas qu'elle doit l'être.
2017. Le chef de l'État prend toujours beaucoup de soin à montrer qu'il est cohérent, qu'il a de la suite dans les idées, qu'il avait dit des choses, qu'elles ont été suivies des faits et qu'il est fidèle à ses idées. Donc on retrouve de ce point de vue-là un positionnement d'Emmanuel Macron très 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 fort sur les questions européennes. Oui, il commence par vanter son bilan d'ailleurs. Hein. Il y a toujours cette référence-là. Hein. Tout à fait, à vanter son bilan, mais aussi à vouloir montrer qu'il avait su anticiper, que ce qu'il avait dit au fond en 2017 s'est révélé être ce qui s'est passé finalement. Et on va retrouver même chez Emmanuel Macron aujourd'hui plusieurs fois une sémantique qu'il aime beaucoup utiliser, celle selon laquelle il a eu de l'audace. Personne ne croyait dans cette audace. Tout le monde disait il n'y arrivera pas. Et finalement, il y est arrivé à faire progresser l'Europe. Ouais. Est-ce que c'était un discours d'entrée en campagne, Laurence de Nervaux ? Il s'en défend, hein, Emmanuel Macron et ses conseillers à l'Élysée. C'est tout à fait l'ambiguïté de ce discours. On se demande aussi si c'est un discours-programme. Alors, compte tenu de la longueur, c'est plus un programme qu'un discours, certainement. Mais une entrée en campagne entre les lignes à l'évidence, et pour autant, il n'a pas mentionné le nom de Valérie Ayé, la tête de liste de son parti, ni vraiment la date des élections. Il n'a pas fait d'incitation au vote. Donc, on est évidemment dans cette grande ambiguïté qu'il assume à ce stade. Sur le fond, pour prolonger un petit peu ce que disait Bruno Cotresse, une hyper-personnalisation du discours, ça c'est très clair. Il se pose comme le visionnaire, et il l'est sur le fond. La vision est solide et construite et précise, détaillée, et je pense assez cohérente d'ailleurs. Cohérente, je pense qu'elle est juste dans son contenu. Grosso modo, je dirais 1/3 de bilan, 2/3 de projet, de vision. Et sur ce bilan, effectivement, des références assez systématiques au premier discours Sorbonne 1, entre guillemets, et une démonstration que, comme un prophète, en réalité, il avait vu ce qui allait se passer et que les choses se sont réalisées ainsi. Voilà. Avec les surligneurs, Vincent Couronne, vous scrutez la désinformation politique, et donc là, vous avez, j'imagine, aussi regardé s'il y avait, je vais être sympa, des erreurs, des approximations, des exagérations. Ce qui est intéressant, c'est que comme il est revenu beaucoup sur son discours de 2017, il a repris des éléments en disant, voyez, retrouvons-nous quelques années après, voilà tout ce que j'ai fait depuis, eh bien on peut effectivement noter qu'il y a certaines choses qui, soit il n'a pas vraiment fait, ou alors qu'il a fait, mais c'est pas forcément grâce à lui. En 2017, il parlait déjà de questions d'écologie, il n'en a quasiment pas parlé aujourd'hui. En réalité, c'est quelque chose qui est surtout le fait du Parlement européen que des macronistes dans l'Union européenne, le pacte vert aujourd'hui. La régulation de l'intelligence artificielle aussi. La France n'a pas été marquée par son leadership sur le sujet, elle a plutôt essayé de freiner les quatre fers, et donc il a plutôt mis en avant des choses que lui, ou en tout cas son parti a voulu faire, avec parfois des petites erreurs sur la santé, par exemple. Il dit, regardez ce qu'on a fait pendant le Covid, c'était pas dans les traités, ces politiques n'étaient pas prévues, et pourtant on l'a fait. C'est faux. En fait, les traités prévoient déjà, et c'est laisser croire que l'Union européenne a outrepassé ses compétences, ce qui n'est pas vrai. Donc c'était du volontarisme politique, notamment de sa part. Exactement. Et on voit que le premier discours, c'est un discours sur la souveraineté. Aujourd'hui, c'est sur la puissance. Mais qui est capable de dire quelle est la différence entre la souveraineté et la puissance, quand déjà, la plupart des chercheurs ne s'entendent pas sur la définition de ce que c'est que la souveraineté. En fait, c'est une question de marketing et de packaging, tout ça. En réalité, le contenu, c'était un 2017 bis. Émilie, sur votre avis sur la forme, bonnes intentions, communication ratée, qu'est-ce que vous dites sur la forme? Alors, 90 minutes d'une logorée présidentielle pour relancer la campagne de Renaissance 90 minutes, ça veut dire que vous n'êtes pas remobiliser les troupes. Alors 2 heures, pratiquement 2 heures. Je suis gentil en disant 90 minutes. Mais pas sûr que ça soit le meilleur choix, en fait, qu'il y avait à faire. Emmanuel Macron a voulu rejouer, vous l'avez dit, le discours de la Sorbonne de 2017, même lieu, même format, même durée à peu près, avec, cela dit, une petite faute côté choix de la date, que n'ont pas manqué de noter quelques-uns de ses adversaires, et Manon Aubry au premier plan. Elle a dit sur Twitter, sur X, Emmanuel Macron nous invite donc à assister à son grand discours sur l'Europe pendant les votes au Parlement, puisque les discours programmés ce matin à 11h tombaient en effet au même moment que la dernière séance plénière du Parlement européen. Donc il y avait un côté un petit peu... Dernière séance plénière de cette mandature. De cette mandature, avec quand même des textes importants qui étaient votés. Alors si le président a cherché à parsemer son discours d'expressions censées faire mouche, comme celle destinée à tacler le Rassemblement national, les nationalistes qui veulent rester dans l'immeuble européen sans payer le loyer ni respecter les règles de copropriété, ce qu'on retient surtout, c'est un discours long, complexe, rempli de constats, d'un bilan en demi-teinte, avec beaucoup de promesses pour l'avenir. Alors, on va rapidement sur le fond.
Qu'est-ce que vous en retenez? Vous l'avez dit tout à l'heure, il a joué sur les peurs, hein, cette Europe mortelle. Il a aussi incité sur l'urgence d'agir. Aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent, les grandes transformations se jouent maintenant. Et il a listé donc de multiples propositions qui, pour moi, étaient très, voire trop nombreuses, très, voire trop détaillées. Le président a privilégié l'exhaustivité, la technicité, au détriment de la simplicité et de l'accessibilité des informations. Et je dois dire, le tout était un petit peu rébarbatif, dur de s'accrocher pour rester aux aguets pendant les 2 heures. Le discours, ça a été aussi l'occasion pour le président d'être fidèle à son principe « je persiste et signe » sur les positions qui avaient provoqué la polémique. Je parle des troupes au sol pour l'Ukraine et puis aussi de la défense du CETA, malgré le vote contradictoire du Sénat. Contrat de libre-échange avec le Canada, je le rappelle. Voilà, exactement. Donc bref, un discours qui a été rempli d'ambitions qui sont louables, hein, mais qui sont difficilement audibles dans le contexte actuel. Et puis alors on fait les uns et les autres cette comparaison 2017-2024, les conditions sont évidemment pas les mêmes. Complètement, en 2017 il venait d'être élu, il porte maintenant son bilan de 7 ans avec une dette qui a explosé. Pas forcément bon d'être le mauvais élève de l'Europe sur ce sujet. Il a eu des mesures, des méthodes qui ont été controversées pendant les retraites, la loi immigration, et puis des citoyens qui sont de plus en plus critiques vis-à-vis de l'Europe et qui peinent aussi, surtout, à s'intéresser à cette élection européenne. La concurrence du Rassemblement national est intense, encore plus qu'auparavant en 2019, si on en croit les sondages. Leurs arguments simplistes et populistes séduisent une partie des Français, 31,5% des sondages, et tout est mis en scène au Rassemblement national pour organiser finalement dans cette élection un référendum contre le président. Jordan Bardella a même avancé sa conférence de presse pour qu'elle soit tenue aujourd'hui, juste après l'intervention du président. On entendra un extrait tout à l'heure de cette conférence. Voilà, donc c'était quand même à noter. Donc pas sûr que cette intervention de ce matin permette au camp présidentiel de marquer des points. Et pourtant, il y en a beaucoup à rattraper d'ici le 9 juin. Et évidemment, il y a une petite quinzaine de points. Entre 10 et 15 selon les sondages. Ça fait quand même un gap important. Alors, cette phrase sur l'Europe mortelle, on va y consacrer évidemment un chapitre important de notre débat. On en a écouté un court extrait dans notre sujet d'ouverture. Je vous propose de l'entendre in extenso. Le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué. Parce que nous sommes dans un moment inédit de bouleversement du monde, d'accélération de grandes transformations. Et mon message d'aujourd'hui est simple. Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Bruno Cotresse, pourquoi cette stratégie? Pourquoi Emmanuel Macron joue la carte de la dramatisation, d'après vous? D'abord pour des raisons qui sont, même en dehors de ce contexte des élections européennes. Emmanuel Macron, depuis le début, depuis 7 ans, nous explique qu'au fond, nous vivons des temps à la fois de recomposition, de grands bouleversements qui nécessitent une nouvelle approche. Il s'est présenté à nous dès 2017 comme celui qui allait, au fond, qui correspondait à ce grand moment de bouleversement, celui qui allait rebattre les cartes. On avait besoin d'une nouvelle approche. Voilà. Donc déjà, c'est une constante du discours d'Emmanuel Macron qui très régulièrement revient sur cette idée que ces bouleversements nécessitent des changements dits de paradigme, un mot qu'il a beaucoup utilisé aujourd'hui. Et puis il y a une raison effectivement beaucoup plus contingente qui est les élections européennes. C'est maintenant, nous dit-il, qu'il faut sauver l'Europe. L'Europe est en danger de mort. Et si l'Europe est en danger de mort pour lui, c'est bien évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine et du danger de voir se rapprocher la Russie des frontières de l'Union européenne si elle devait gagner sa guerre en Ukraine. Et de voir aussi les partis nationalistes ou populistes prendre de plus en plus de place. Tout à fait, prendre de plus en plus de place. Dans de nombreux pays, ça va être le cas, pas seulement en France. La France pourrait être, à l'issue de ces élections européennes, le pays qui envoie le plus gros contingent de députés nationaux populistes, mais aussi en Allemagne, mais aussi au Portugal, mais aussi en République tchèque. Voilà, dans de très nombreux pays, on va voir une poussée, sans aucun doute, qui peut effectivement amener à peut-être pas un changement
de majorité au Parlement européen. C'est une question qui est assez délicate, assez difficile au plan technique à régler aujourd'hui. On rappelle que ce sont toujours des alliances qui se font, parfois texte par texte. Qui se font, mais incontestablement davantage de pression de ces formations politiques sur l'agenda du futur Parlement européen. Est-ce que Emmanuel Macron est en phase avec les Français, Laurence de Nervaux, quand il se dit inquiet à ce point pour l'Europe? Alors sur cette formule, l'Europe est mortelle, ce que j'ai relevé d'abord, c'est que ce registre de la mort, en fait, il revient assez régulièrement dans le discours d'Emmanuel Macron. Il l'a également utilisé lorsqu'il a parlé du Covid. Il a dit que c'était le retour de la mort dans nos vies. Puis, il y a quelques années, souvenez-vous, en 2019, dans un entretien à The Economist, il avait, en parlant de l'OTAN, employé l'expression de mort cérébrale. L'OTAN était en situation de mort cérébrale, voilà, ce qui ne semble plus être le cas aujourd'hui. Là-dessus, il n'a pas été prophète. Hein. Voilà, effectivement. Mais donc, effectivement, il dramatise, il y va très fort là. Alors, pour détailler un petit peu, compléter ce que vient de dire Bruno, quels seraient les différents types de morts auxquels il a fait référence? Il y a la mort violente, ça c'est l'affrontement avec Vladimir Poutine, et ça lui permettait de justifier tout son discours sur l'économie de guerre, etc. Ensuite, deuxième option dans cette projection un peu sinistre, il faut le dire, en fait, la mort lente et passive, ça c'est le déclassement industriel, le déclassement technologique face aux Chinois, face aux Américains, il en a beaucoup parlé. Ça c'est une préoccupation des électeurs. Oui, tout à fait, et là-dessus, il est en phase, je pense, avec la vision des Français qui disent que l'Europe est nécessaire, qui sont dans une forme de pragmatisme, de lucidité, plus que d'enthousiasme vis-à-vis de l'adhésion à l'Union européenne, et qui disent nous avons besoin d'une Europe forte face aux États-Unis et à la Chine. Et puis, dernière option, dernier type de mort, plutôt le suicide. Et là, il y a plusieurs versions aussi. C'est soit, en fait, on renonce à nous-mêmes en se mettant culturellement, comme il l'a dit, entre les mains des Chinois avec TikTok, etc., ou bien c'est l'extrême droite qui pourrait détricoter l'Europe de l'intérieur, voire vraiment encore imaginer un Frexit. Et là-dessus, il faut quand même rappeler les chiffres, même si le Rassemblement national ne porte plus l'idée d'une sortie de l'Union européenne, on a quand même un tiers des Français qui y sont favorables, et c'est 56% au sein des électeurs du RN. Donc là-dessus, je trouve qu'il n'a pas tort d'agiter un peu un chiffon rouge. Est-ce que, si on réfléchit vraiment en termes psychologiques, est-ce que, quand on pense à la psychologie collective de nos concitoyens aujourd'hui, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une bonne idée, ce registre de la grande dramatisation? Enfin, oui et non. C'est-à-dire, est-ce que c'est habile, est-ce que c'est mobilisateur d'activer la peur, l'anxiété, ou est-ce qu'au contraire, ça alimente la déprime ambiante dans un contexte où il y a un sentiment de déclassement, de perte de contrôle qui est déjà très grand. Est-ce que c'est ça qui va faire bouger les électeurs? C'est le pari de l'électrochoc, mais c'est pas évident. Peut-être sur les partis extrémistes, nationalistes, populistes, on peut légitimement se poser la question de ce qui ferait de l'Europe si, on l'a évoqué avec Bruno Cotresse, l'axe de gravité basculait suffisamment de leur côté. On sait que, par exemple, le PPE, qui est le parti qui représente, on va dire, la droite traditionnelle aujourd'hui en Europe, qui est un peu le parti pivot autour duquel se font les alliances texte par texte. Là, on le voit notamment sur le pacte vert. Il se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il va continuer de se tourner vers le centre ou peut-être un peu plus vers la droite? Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et Emmanuel Macron, là, on peut dire, il a raison de la poser. Il a raison de la poser. Et la question même de la mortalité de l'Europe, elle se lie à la lumière des élections qui viennent, qui sont d'une importance particulièrement prégnante. Enfin, je veux dire, vu la situation que l'on vit, avec l'invasion de l'Ukraine, avec le conflit entre Israël et le Hamas, etc. Mais on a, dans ce discours sur le caractère mortel de l'Europe, moi je vois surtout un écho. Il a cité Paul Valéry. Moi je pense plutôt à Ernest Renan, qui, à la Sorbonne, au même endroit, en 1882, avait déjà dit, il avait fait un discours sur qu'est-ce qu'une nation. Et c'est aujourd'hui la définition qu'on retient globalement sur ce que c'est qu'une nation, celle qu'il avait faite en 1882 à la Sorbonne. Et à la fin, il conclut son discours en disant « Les nations sont nées, elles sont mortelles. Et peut-être qu'un jour, et même sans doute, nous verrons l'émergence d'une fédération européenne. » Et c'est ce que dit Ernest Renan. Moi, je lis vraiment le discours de Macron en miroir de celui de Renan, parce que Renan dit aussi ce que c'est qu'une nation. Aujourd'hui, Macron nous a dit, outre la mortalité de l'Europe, le fait que... qu'est-ce que c'est que l'Europe? Il a beaucoup insisté sur quelle identité, sur quelle valeur aussi elle s'est construite. L'état de droit, l'humanisme, le doute permanent, etc. Donc des choses qui font qu'on est européen quand on a ces valeurs-là. Et on en revient aux valeurs
des partis nationaux populistes qui sont peut-être, je ne sais pas, mais en contradiction avec ces valeurs de l'Europe originelle. Émilie, vous vouliez intervenir ? Oui, moi j'ai l'impression quand même qu'il y avait une intention qui était plutôt pas mal de ressolliciter cet intérêt commun de l'Europe. L'Europe, quand elle est née, après-guerre, autour du charbon et de l'acier, hein, donc avec des nécessités. Et là, il reparle de la défense parce qu'on a cet intérêt commun de reconstruire une stratégie, y compris industrielle de défense, pour y aller. Mais sauf qu'il ne va pas jusqu'au bout. Il utilise plein d'autres leviers, plein d'autres propositions. Donc c'est noyé, en fait, son message. Il aurait été beaucoup plus fort en accent simplement son message sur cette idée de défense qui, encore une fois, fait rejaillir l'intérêt commun qu'on perd forcément. Et on voit qu'une partie de la population se dit, finalement, sans Europe, on s'en sortirait mieux. Bon, alors, je pense qu'il y a eu une bonne volonté, mais qui n'est pas poursuivie jusqu'au bout dans son discours. Je retiens deux éléments là, ce que vous venez de dire, ce qu'on vient de dire. Il y a évidemment on va dire la stratégie électorale, le soutien, même s'il ne l'a pas nommé, à Valérie Ayé, et puis la question du bras de fer avec les Jordan Bardella, la liste RN et plus globalement en Europe les nationalistes populistes. On va commencer là par la liste de Valérie Ayé. Je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Bonsoir Quentin, bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Regarder un petit peu dans le rétroviseur, puisque la candidate Valérie Ayé, elle a choisi au moment de la crise agricole, et puis pour l'instant, elle peine à imprimer dans l'opinion. C'est vrai. Son nom a été annoncé effectivement après déjà des semaines d'atermoiement, c'est ce qu'on retient. Ça avait mis fin à une longue période de suspense. Elle confirme d'ailleurs elle-même qu'elle sera candidate, choisie par le président de la République. C'est dans le Figaro le 1er mars. Et effectivement, à ce moment-là, nous sommes en plein salon de l'agriculture, un salon très tendu, on s'en souvient. Et d'ailleurs, elle insiste sur son profil de fille, petite fille et sœur d'agriculteur, avec son premier déplacement en tant que tête de liste de Renaissance. Elle se rend en Mayenne, un département d'ailleurs dont elle a été la vice-présidente du conseil départemental. Ça, c'était avant d'être investie candidate aux élections européennes de 2019. Elle était donc déjà candidate. Elle était 19e sur la liste à l'époque. Et là, voilà, donc tête de liste, elle jouit d'une bonne image au Parlement européen après justement ses 5 années de mandat. Oui, elle est décrite comme travailleuse, très présente à Bruxelles et Strasbourg pendant 5 ans. Elle est même donc élue présidente du groupe Renew, le groupe au Parlement européen où siègent les macronistes en janvier dernier, lorsque Stéphane Séjourné devient ministre du gouvernement Attal. Le groupe Renew, on le rappelle, c'est le 3e groupe en importance au Parlement européen. Le choix de Valérie Ayé est alors fait l'objet d'un consensus retentissant au sein du groupe, selon les eurodéputés cités par Euractiv. Mais il faut le dire, elle est à ce moment-là totalement inconnue du grand public. C'est un défi de taille à relever. Tout à fait. Les Français ne la connaissent pas et elle s'est révélée pas forcément être un animal politique depuis janvier. On peut dire que les sondages sont en berne, ou en tout cas ne sont pas particulièrement, ne vont pas dans le bon sens. Le RN a gagné 3 points depuis le début de l'année. Jordan Bardella est crédité de 31% d'intention de vote selon l'IFOP pour Fiducial et Sud Radio, quand la liste de Renaissance stagne toujours autour de 17% des voix selon ce sondage. Il faut dire aussi que les élections européennes sont les premières élections nationales depuis 2022. Thomas, les prochaines seront les municipales de 2026. On se dit donc que l'enjeu politique dépasse les seuls sujets européens. Et puis il y a une dernière interrogation, la composition exacte de la liste menée par Valérie Ayé. Exactement. Cela participe aussi sans doute de sa difficulté à imprimer, puisqu'elle est encore seule en fait. Les noms des candidats devaient être connus cette semaine. Ils ne le seront finalement que la semaine prochaine a priori. Cette composition de liste est un casse-tête, notamment à cause du fait qu'il faille ménager aussi tous les alliés de la Macronie, d'autant que, si l'on s'en tient au sondage actuel, les places, elles valent cher, vu que le score n'est pas élevé. Et il y a un cas particulier, celui du sortant Pascal Canfin. Il était une prise de guerre en 2019, venu des écologistes. Aujourd'hui, certains lui reprochent d'être un repoussoir à cause de la crise agricole. On verra s'il figure ou pas sur la liste et s'il est haut dans cette liste. Donc sur une place éligible. Merci beaucoup Quentin Calmet pour toutes ces informations. Bruno Cotrez, je commence avec vous, peut-être sur les tendances, parce que là on a vu un sondage, un des derniers sondages, mais si on regarde un peu, c'est toujours ce qui est intéressant, les dynamiques de campagne, aujourd'hui on a quoi? On a une liste RN qui est relativement stable à un très haut niveau, et des dynamiques entre Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann qui se croisent plus ou moins. Enfin, on peut peut-être pas aller jusque-là, mais bon. Pour le moment, une enquête a donné un écart seulement de 3 points, qui est un sondage publié par, je crois, Le Parisien, réalisé par Ipsos, qui donnait un 16%, 13%.
qui effectivement, lui, est une cote d'alerte. Parce que si on applique les marges d'erreur avec lesquelles il faut toujours lire les intentions de vote, on voit que le 16 pourrait être en fait 14,5 et que le 13 pourrait être aussi 14,5. Et donc là, on voit une cote d'alerte. Les autres enquêtes d'opinion donnent un écart un tout petit peu plus important qui, pour le moment, ne permet pas de parler d'un chevauchement, on va dire, des marges d'erreur. Mais on voit qu'on est potentiellement dans ce scénario, c'est-à-dire une forme de danger très important pour la liste de Valérie Ayé, parce qu'effectivement, si finalement, le jour du vote, le 9 juin, sa liste finit en 3, c'est une véritable catastrophe électorale pour Emmanuel Macron. Ça va affaiblir bien évidemment sa position au Conseil européen le lendemain. Ça sera quand même l'exécutif français, donc au Conseil européen, il a un siège très important, une voix qui porte. Mais on voit bien que cette voix, pour porter vraiment, surtout vu la barre très 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 haute qu'a mis Emmanuel Macron aujourd'hui, si sa liste devait arriver en troisième, l'échec serait terrible. Il s'est engagé personnellement, même s'il dit c'est pas une entrée en campagne, malgré tout, il sera un peu comptable d'un mauvais score de Valérie. Tout le monde retiendrait que ce beau discours n'a pas du tout été suivi par les Françaises et les Français. Même si la liste finit en deuxième, avec un écart très important avec Jordan Bardella, c'est globalement quand même le constat qui sera tiré. Donc on voit que c'est une situation qui est difficile. Et pour le moment, l'effet escompté on va dire, l'accent sur l'Ukraine, le retour à 1938, qui était la tonalité du premier discours de campagne de Valérie Ayé, pour le moment, ça n'a absolument aucun effet. Les préoccupations restent des préoccupations pouvoir d'achat, inflation, santé, etc. Et donc, la thématique générale, on va dire, portée par la majorité présidentielle a du mal à imprimer. Sur quels axes de campagne, s'il y en a de campagne, sur quels thèmes cette liste Renaissance menée par Valérie Ayé pourrait s'appuyer ou insister pour éventuellement inverser cette tendance, même si on est encore assez loin du scrutin. On reste prudent, évidemment. On rappelle les sondages, c'est une photographie actuelle et ça ne dit pas ce qui se passera le 9 juin. Alors, ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'ils sont pris en étau sur beaucoup de sujets et qu'ils ont du mal à se démarquer, justement, notamment vis-à-vis de Raphaël Glucksmann. Sur la ligne générale d'une Europe puissance, d'une Europe souveraine et d'une Europe réindustrialisée, ça, c'est des sujets dans lesquels il y a un consensus dans l'opinion. Sur l'Europe puissance et l'Europe souveraine, c'est pas loin de 70% d'adhésion, d'accord. Et sur la réindustrialisation, c'est un des sujets les plus consensuels aujourd'hui dans l'opinion, ce qui d'ailleurs est assez nouveau. Il y a 5 ans, après la séquence Covid puis Ukraine, c'était pas du tout le cas, c'était plus clivant ce sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet qui fait consensus de LFI à Reconquête, la réindustrialisation. Oui, et donc, ça veut dire que c'est pas forcément un axe une façon de se démarquer pour Valérie Ayé, pour sa liste. C'est ça. Après, tout dépend dans le détail de quelle réindustrialisation on parle. Raphaël Glucksmann, lui, est depuis longtemps sur la ligne d'une réindustrialisation verte, volontariste, avec même l'idée quasiment, si vous voulez, de réinternaliser la pollution qu'on produit dans d'autres continents en France dans une optique écologique. Emmanuel Macron, lui, est dans une vision, disons, plus classique de décarbonation de l'économie. Mais c'est effectivement pas là-dessus qu'ils vont réussir vraiment à se démarquer. Sur l'Ukraine, c'est compliqué aussi, parce que là aussi, Raphaël Glucksmann les talonne, parce que c'est un sujet qu'il habite et qu'il porte depuis toujours. Et là-dessus, petite remarque rapide, je pense que Emmanuel Macron a été un petit peu vite lorsqu'il a évoqué la question de l'élargissement. Il a simplement il en a très peu parlé. D'abord, il n'a parlé que de 2 pays, l'Ukraine et la Moldavie. Il y en a plusieurs qui sont susceptibles, qui sont officiellement candidats aujourd'hui et qui sont susceptibles de rejoindre l'Union européenne. Mais surtout, sur l'Ukraine en particulier, on sait qu'il n'y a qu'un petit tiers des Français, c'était le chiffre de notre dernière enquête, qui sont favorables à une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui est très faible. Et dans nos enquêtes qualitatives, on entend qu'il y a beaucoup d'appréhension, de crainte sur ce sujet. Et là-dessus, il n'a pas pris le temps, je pense, de faire la pédagogie du fait que une éventuelle, et il faut le dire aussi à vos téléspectateurs, une éventuelle adhésion à l'Ukraine, en fait, l'horizon, c'est dans 10 ans, si vous voulez. Les gens qu'on entend nous disent mais on ne va pas faire entrer dans l'Europe un pays en guerre. Voilà, on n'est pas du tout... il ne s'agit pas de le faire demain. Il y a tout un cahier des charges à respecter. Effectivement, c'est déjà une procédure longue. Alors, elle peut peut-être être accélérée parce que c'est l'Ukraine, mais bref, normalement, c'est une procédure longue. Je reprends la main parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Il y a encore beaucoup de thèmes dont je voudrais parler avec vous, et notamment donc la réponse des principaux adversaires de Valérie Ayé dans ces élections européennes, la réponse de Jordan Bardella, mais aussi de Raphaël Glucksmann, au discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, qui donnait une conférence de presse cet après-midi avec l'idée d'une pensée usée chez Emmanuel Macron. L'Europe est peut-être la seule thématique sur laquelle
le président de la République a manifesté une cohérence, une pensée slogan ponctuée de promesses usées reposant sur une vision post-nationale. Dans son premier discours de la Sorbonne, il regrettait le doute qui s'est installé à l'égard de l'Union européenne. Il n'en fait pas mystère, ces doutes persistent, la défiance légitime continue et lui-même l'admet. Il y a 7 ans, il appelait à la protection des frontières et un partenariat avec l'Afrique. L'Union européenne reste une passoire, Schengen le pont-levis de toutes les migrations, Frontex une agence d'accueil, l'Afrique un continent dont les coopérations se tournent vers la Chine ou la Russie. Vincent Couronne, le bilan d'activité parlementaire de l'eurodéputé Bardella, il est maigre, pour ne pas dire famélique, mais alors ça ne le fragilise absolument pas. Comment vous l'expliquez ça compte pas pour son électorat? Non, mais je pense que l'électorat de Jordan Bardella n'est pas un électorat qui se soucie spécifiquement de son activité au Parlement européen. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est son activité en France, sur la scène nationale. Donc, un député européen au Rassemblement national qui a une activité, effectivement, comme vous dites, famélique au Parlement européen, ça glisse sur eux, en réalité. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que Jordan Bardella donc, est candidat pour être élu de nouveau par député européen. Et si ils gagnent beaucoup de sièges, comme les sondages le laissent penser, au Parlement européen, quelle politique européenne mettront-ils en œuvre? Ça, c'est pas évident. Avec quels alliés? Et avec quels alliés? Mais leur programme jusque-là, c'est essentiellement une politique nationale. Donc, c'est pas évident de voir ce qu'ils feraient. En même temps, Emmanuel Macron en face, c'est pas non plus évident, puisque beaucoup des promesses qu'il a faites aujourd'hui ne dépendent pas du Parlement européen, mais dépendront plutôt des États, notamment au Conseil. La fiscalité, c'est le Conseil. La défense, c'est les États. C'est pas le Parlement européen. La question de l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux, c'est pareil, c'est pas le Parlement européen. Donc, on a l'impression que pendant cette campagne, à la fois le RN, mais aussi les macronistes, ne font pas vraiment une campagne européenne en réalité. Et là, on touche du doigt une des complexités du scrutin. Effectivement, nos téléspectateurs connaissent bien ces questions, mais Parlement européen, Conseil européen, Commission européenne. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui s'y perdent un peu. Je voudrais quand même rester sur notre thématique Emmanuel Macron, Jordan Bardella, Emmanuel Macron, les critiques face aux nationalistes populistes. C'est un extrait que moi je trouve important de son discours de ce jeudi matin quand il dit, grosso modo, il ne respecte ni l'Europe ni ses règles. Tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Mais ils nous ont tous habitués à un discours qui est le oui mais, qui est dire j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple, mais je le ferai en ne respectant pas les règles, mais je le ferai au fond en bafouant ses fondements. Au fond, il ne propose plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre, il propose juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer, et il dit ça va marcher. Moi je trouve que cet argument il peut porter. L'argument du locataire qui ne paye pas son loyer, qui ne respecte pas les règles de copropriété. C'est suffisamment, on peut dire que c'est un peu simpliste, un peu basique, mais ça peut infuser dans l'opinion. C'est sûr que le chef de l'État, d'abord, est habitué de trouver ces raccourcis métaphoriques. C'est très, on va dire, c'est très rhétorique d'Emmanuel Macron d'arriver à trouver une phrase qui est illustrative sur quelque chose qui parle à tout le monde, donc le locataire qui ne paye plus son loyer, c'est la hantise. Vous êtes en copropriété, ça vous est arrivé. C'est la hantise de tout propriétaire, bien évidemment, ou de tout copropriétaire. D'accord, donc là, il trouve une formule qui est une formule qui effectivement est simple, qui marque. Par contre... Mais derrière ça, il y a quand même du fond. Oui, bien sûr. C'est ce que il y a du fond qui est de souligner ce paradoxe. Quel jeu, entre guillemets, joueront les nationaux populistes. Ce paradoxe qui est évidemment absolument inéluctable pour ces formations politiques qui, initialement, partent d'une position qui est contre l'Union européenne, contre Bruxelles, nationaliste, pour le retour à une fédération d'États-nations au sens le plus classique et le plus, on va dire, interétatique du terme. Et donc, effectivement, le chef de l'État souligne, et ça rejoint son argumentaire national contre le Rassemblement national, qui est de dire, le Rassemblement national, Marine Le Pen, vous propose des choses qui sont non financées et non finançables. Le retour à la retraite à 60 ans, il vous en parle, ça n'arrivera jamais.
jamais, et donc de souligner les incohérences de ces formations politiques. Mais alors en creux, ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début de ce que dit le chef de l'État, en même temps, ça souligne que ces formations politiques ont un peu joué le jeu. C'est-à-dire qu'elles partaient d'une proposition de type Frexit, sortie de la zone euro, qui n'est plus. Donc en creux, en même temps, ça donne crédit à Marine Le Pen des évolutions que le Rassemblement national a fait. Oui, parce que lui-même dit dans son discours qu'il faut simplifier les règles du jeu de l'Europe et tout. Donc d'un côté, peut-être que c'est positif, ça parle à certains, et de l'autre, ça justifie aussi ce positionnement des nationalistes qui disent on ne peut pas respecter toutes les règles de l'Europe parce que ça nous coince. Lui-même en a parlé. Il a dit on va simplifier, on va essayer d'aménager ça. Donc je pense que cet argument, il peut être pour ou contre lui. Alors, il y a eu une autre prise de parole. Alors là, c'est intéressant, celle de Raphaël Glucksmann, donc tête de liste Parti socialiste et Place publique. Lui, il a devancé le discours d'Emmanuel Macron. Il a profité d'un meeting hier soir à Strasbourg pour proposer en quelque sorte son discours programme sur l'Europe. Écoutez un extrait où il anticipe sur ce que va nous dire le chef de l'État. Quand nous écouterons son discours avec attention à nouveau, nous aurons tous en tête cette phrase de Hamlet. Words, words, words. Des mots, des mots, des mots. Laurence de Nervaux, les piliers du vote Glucksmann, est-ce qu'ils sont solides aujourd'hui? Parce qu'on est là, on parle d'un mouvement Glucksmann, d'un frémissement, etc. Est-ce que c'est solide d'après vous? Alors ils sont solides, mais surtout c'est à l'évidence et ça se voit dans l'évolution des sondages ces dernières semaines. C'est lui qui a la plus grande marge de manœuvre des deux côtés. D'un côté, il y a les déçus du macronisme et de l'autre côté, il y a les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2022 qui, pour beaucoup, avaient fait un gros pas de côté en quittant le PS, en dédaignant Anne Hidalgo et qui aujourd'hui pourraient revenir à la maison en quelque sorte avec une figure qui est à l'évidence crédible sur les sujets européens et sur les sujets qui comptent dans cette campagne en particulier. Voilà. Donc il a le vent en poupe pour ces différentes raisons. Oui. Même s'il a, Vincent Couronne, il faut le rappeler, Raphaël Glucksmann, il dit moi aussi je porte l'Europe. C'est vrai qu'il y a une cohérence d'engagement européen dans son action, mais elle est différente de celle que nous promet Emmanuel Macron, sauf qu'on lui rappelle régulièrement qu'il a beaucoup voté avec le groupe Renew Renaissance au Parlement européen. Ça s'explique en partie par le jeu des alliances, mais pas que quand même. Pas que, mais quand même beaucoup, parce qu'au Parlement européen, vous avez plusieurs groupes. C'est pas comme à l'Assemblée nationale où un parti politique a la majorité, même si aujourd'hui on l'a pas en ce moment en France. Mais il y a toujours plusieurs groupes, la droite, les sociodémocrates, et puis un parti du centre qui serait Renew ou les écologistes. Et donc forcément, les sociodémocrates, dont fait partie Glucksmann, votent quasiment toujours pour faire passer les lois européennes avec les conservateurs. Donc forcément, et avec les centristes encore. Et avec les centristes aussi. Donc forcément, ils se retrouvent à la fin, là on est en campagne aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont à peu près tous voté pour les mêmes textes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas très habitué à ça en France. C'est une logique de coalition et de compromis. Où en réalité les textes adoptés sont le fruit d'un compromis entre les sociodémocrates, les centristes et les conservateurs. Donc chacun y trouve son compte au final. Les électeurs de gauche, là vous nous avez parlé des électeurs socialistes qui ont voté Mélenchon, qui sont peut-être heureux de revenir au bercail entre guillemets, et les électeurs de gauche qui ont voté Macron. Est-ce qu'ils sont, pour vous, durablement partis, là? Puisqu'on essaie de s'intéresser aux piliers du vote Glucksmann. Alors, il faut faire attention, l'électorat, le socle d'Emmanuel Macron continue de disposer de soutien dans l'électorat de centre-gauche. Voilà, par rapport à l'élection présidentielle, par rapport à l'offre politique nationale, l'électorat de centre-gauche est toujours dans l'attente que quelque chose se passe, sans doute, au centre-gauche. Et c'est peut-être aussi ce qui explique le relatif succès de Raphaël Glucksmann auprès de cet électorat, parce que ça peut être une première marche pour reconstruire quelque chose par rapport à la présidentielle de 2027. Mais quand on regarde aujourd'hui, Emmanuel Macron continue de disposer dans son socle de soutien d'électeurs du centre-gauche. Il a évidemment gagné beaucoup au centre-droit, il a beaucoup gagné dans des catégories sociologiques qui soutiennent bien le centre-droit, une France, on va dire, un petit peu traditionnelle, une France un peu plus senior, mais il y a toujours quand même, dans l'attente que quelque chose se dénoue peut-être au niveau du Parti socialiste et du positionnement du Parti socialiste par rapport à la NUPES, bien évidemment, il y a toujours une partie de l'électorat de centre-gauche qui dit faute de mieux, Macron c'est pas mal, mais au niveau de la politique nationale,
Donc est-ce que si la liste Glucksmann faisait une très belle performance, est-ce que ça va contribuer à donner de l'oxygène à cette idée qu'au centre-gauche, une nouvelle offre peut se reconstituer dans la perspective de 2027 ? C'est sans aucun doute un des points les plus intéressants de ces élections européennes. Oui. Et alors franchement, si vous nous écoutez régulièrement, mais allez voter le 9 juin. Il y a tellement d'enjeux autour de cette élection. Essayons de faire mieux qu'il y a 5 ans où on avait été 51% à participer. Un dernier petit chapitre, parce qu'il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on parle de défense européenne, puisque ça a été l'une des propositions, annonce, je ne sais pas, mais en tout cas proposition du président français, construire une défense européenne grâce à un emprunt commun. On écoute un extrait. Mais comment voulons-nous construire notre souveraineté, notre autonomie à terme, si nous n'assumons pas aussi de développer une industrie de défense européenne ? Et donc, oui, il nous faut pour cela réussir à bâtir une préférence européenne, réussir à bâtir des programmes industriels européens, assumer un soutien accru de la Banque européenne d'investissement et assumer des financements supplémentaires, y compris les plus innovants, comme l'idée d'un emprunt européen qui a été proposé par la Première ministre Kaja Kallas. L'objectif d'une stratégie européenne industrielle de défense, c'est bien de produire plus vite, davantage en européen. Kaja Kallas, c'est la Première ministre de l'Estonie. Est-ce que ça rejoint une demande des Français, ça, Laurence de Nervaux, construire une défense européenne, ce besoin de protection d'une certaine façon ? Oui, globalement, parce que les Français ont conscience des risques du fait qu'on est aujourd'hui dans un monde dangereux, incertain. Et donc, il y a, là aussi, je parlais tout à l'heure de pragmatisme et de lucidité, qui est une expression que Emmanuel Macron a empruntée un très grand nombre de fois. Donc, sur le fond, sur la vision générale, je pense que les Français sont prêts à suivre ça. Pour revenir à une analyse plus sémantique de ce passage sur la défense, on disait tout à l'heure que le discours dans son ensemble était quand même assez théorique et pas toujours très facile à suivre pour les Français parce qu'il n'y avait pas énormément d'éléments très concrets. Il y a un moment qui a fait un petit peu exception sur ce sujet de la défense. Il a décrit le fait qu'aujourd'hui, les Européens sont encore dans un manque d'unité et d'alignement au plan très technique sur les questions de défense. Et il a pris des exemples très concrets en disant que, par exemple, sur l'Ukraine, ils se sont rendus compte que leurs canons n'étaient pas du même calibre et que leurs missiles n'étaient pas compatibles, etc. Je pense que ça, c'est des images qui peuvent un petit peu marquer les esprits pour montrer qu'il y a une nécessité de construire une convergence dans les industries européennes et aussi une vision dans le temps de commandes pluriannuelles qui n'existent pas aujourd'hui, etc. Et alors, un mot peut-être, mais alors rapide, sur la question de l'emprunt, parce que quand on a plus de 3 000 milliards de dettes, c'est un peu compliqué de convaincre ses alliés européens de lancer un emprunt commun. C'est peut-être une bonne idée, hein. Moi je pense que c'est une bonne idée, mais ça va être difficile de faire passer la pilule, si j'ose dire. Oui, mais la particularité de l'Union européenne, c'est qu'elle n'est endettée qu'au niveau des États, pas au niveau de l'Union européenne, ou très peu. En réalité, on a une marge de manœuvre, une marge de progression spectaculaire. Si vous regardez les États-Unis, qui est très endetté au niveau des États, et très endetté aussi au niveau fédéral. Oui, donc il y a là un levier d'investissement réel. Voilà. Et on a déjà fait sauter un premier verrou pendant la crise Covid, où l'Union européenne a accepté d'emprunter en son nom pour ensuite redistribuer aux États. La France a reçu à peu près 40 milliards d'euros de ce grand emprunt. Bon, maintenant, c'est pas dit qu'on arrive à emprunter pour financer de l'industrie de défense, parce que pour le coup, entre les États, il y a des approches qui sont assez différentes. Une première étape a été franchie. Allez-y. C'est qu'il y a déjà un fonds européen de défense qui a été constitué, alimenté par le budget des États, pour envoyer du matériel aux Ukrainiens. C'est peut-être une première approche. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.